13 octobre 1943. Pendant 4 mois, la Gestapo à Paris avait traqué une opératrice radio britannique dont le nom de code était Madeleine. Elle changeait constamment d'apparence et de planque, disparaissant à chaque fois que les fourgons de radiogoniométrie allemands se rapprochaient trop de son signal. Elle était le seul lien radio allié restant dans la ville. Tous les autres opérateurs étaient emprisonnés ou morts, mais sa chance avait malheureusement tourné. La Gestapo lui a tendu un piège. Ils avaient un nom, ils avaient une adresse et ils attendaient. Ce qui allait se passer ensuite déterminerait le sort de tout le réseau allié à Paris. Elle était l'agent secret le plus improbable. C'était une pacifiste et la fille d'un mystique soufi, descendant de la royauté musulmane indienne. Les récits d'après-guerre la désignaient comme la princesse espionne. Elle s'appelait Noor Inayat Khan, et voici son histoire. Elle était née le jour de l'an 1914 dans un monastère près du Kremlin. Son père était Hazrat Inayat Khan, un prédicateur soufi et musicien indien, descendant de Tipu Sultan, le souverain du Mysore au XVIIIe siècle, devenu un symbole de la résistance indienne à la domination coloniale. Sa mère était une Américaine d'Albuquerque nommée Ora Ray Baker. Sa famille a déménagé à Londres pour y trouver refuge après le déclenchement de la Première Guerre mondiale. 6 ans plus tard, la famille s'est finalement installée à Suresnes, en banlieue parisienne, dans une grande maison sur une colline avec vue sur la tour Eiffel. Son père l'a appelée Farzel Manzil, ou la maison de la bénédiction. En été, l'endroit débordait de soufis venus du monde entier. La discipline d'Inayat Khan était douce. Les punitions étaient quoi de courir dans le jardin ou d'observer le silence. Noor a grandi dans une atmosphère de musique, de méditation et d'absolue non-violence. Son père est mort alors qu'elle n'avait que 13 ans. Noor, l'aînée, mais encore très jeune, a été obligée de prendre en charge la gestion de la maison pendant que sa mère se retirait dans le chagrin. Elle était l'aînée de ses 4 frères et sœurs et devait donc s'occuper de ses 2 frères, Vilaya et Idéat, ainsi que de sa plus jeune sœur, Claire. Noor était une rêveuse et elle le resta en grandissant. Elle a étudié la harpe dans l'une des meilleures écoles de musique de Paris. Elle a ensuite étudié la psychologie de l'enfant à la prestigieuse université de la Sorbonne. Elle a publié des histoires pour enfants dans Le Figaro, l'un des plus grands journaux de France, et ces histoires ont été diffusées sur Radio Paris pendant la rubrique de l'heure des enfants. En 1939, elle a publié un recueil de nouvelles intitulé « 20 contes Jataka ». Les thèmes de l'histoire, tels que la loyauté et le sacrifice de soi, étaient centrés sur les vies antérieures du Bouddha. Cet été-là, elle prévoyait de lancer un journal pour enfants intitulé « Bel âge, la belle époque ». Mais en septembre 1939, la vie changea radicalement pour Noé, comme ce fut le cas pour des millions de personnes à travers le monde. Leur père leur avait appris à suivre les enseignements de Mahatma Gandhi. Il leur avait appris que la violence était mauvaise, et comment réconcilier cela avec ce que les nazis faisaient à l'Europe. Noor et sa sœur Claire avaient suivi une formation d'infirmière de la Croix-Rouge, mais ont vite dû être évacuées de l'hôpital à cause de l'avancée allemande. L'après-midi du 4 juin 1940, Noor et son frère Vilayat étaient assis dans le salon de la maison familiale, regardant Paris à travers la baie vitrée. La Wehrmacht avançait et la ville était sur le point de tomber sous le contrôle des nazis. Vilayat posa à sa sœur une question directe. Si un nazi armé s'apprêtait à exécuter des otages, rester spectateur au nom du pacifisme ferait-il de toi un complice ? Ils décidèrent que oui, et sur le champ, ils résolurent de combattre les nazis, mais chacun à leur manière. Vilayat rejoindrait les forces armées. Noor se porterait volontaire pour n'importe quel rôle qu'elle pourrait trouver en tant que femme. Le lendemain, la famille Khan fit ses valises et s'enfuit de Paris. Les routes quittant la ville ressemblèrent à un cauchemar. Des millions de personnes avançaient péniblement vers le sud en voitures, camions et charrettes. Pendant ce temps, les Stukas survolèrent les colonnes à basse altitude, mitraillant les civils. La vue des véhicules en flammes et l'odeur de chair calcinée et de caoutchouc brûlé étaient devenues trop familières. Ces images étaient engravées dans sa mémoire et renforçaient en fait sa détermination. Une fois sorti de Paris, la famille s'est séparée. Le frère de Noor, Idéat, avait une femme et des enfants. Il a décidé d'emmener sa famille dans le sud de la France pour rejoindre la résistance.
Nour, Vilayat, leur mère et leur sœur Claire se sont dirigés vers la côte, essayant de rejoindre la sécurité de l'Angleterre. Au port de la Verdon, près de Bordeaux, ils ont attendu anxieusement un navire. Vilayat avait la citoyenneté britannique et a réussi à faire inscrire la famille sur une liste d'évacuation. Mais Nour et Claire ont quitté le groupe pour retrouver leur certificat d'infirmière de la Croix-Rouge. Elles pensaient n'en avoir besoin en Angleterre pour faire une différence. En chemin vers l'hôpital de Sainte-Nazaire, la police locale a arrêté les sœurs parce que le passeport de Nour indiquait qu'elle était née à Moscou. Elle a passé une nuit inconfortable et inquiétante en cellule. Lorsque les deux sœurs sont revenues, Vilia avait appris que le dernier bateau pour les sujets britanniques partait dans seulement 30 minutes en. C'était un petit cargo belge appelé le Kassongo. Vilaya avait acheté une moto qu'il utilisait pour transporter sa mère et ses sœurs jusqu'au port, une par une. Après 3 allers-retours frénétiques, ils avaient tous réussi à monter à bord juste à temps. Alors que la côte française disparaissait derrière eux, le 19 juin 1940, Noah cria aux gens sur le rivage « Nous reviendrons ». La famille est arrivée à Falmouth. Séjournant d'abord à Southampton, ils furent forcés de s'enfoncer plus à l'intérieur des terres en raison de la menace des bombardements allemands, et ainsi la famille a déménagé entre Oxford et Londres. Vilayat a été empêché de rejoindre la RAF après avoir été hospitalisé pour une fièvre paratyphoïde. Noor lui rendait visite chaque jour, et frères et sœurs furent encouragés par la nouvelle de l'évasion de Charles de Gaulle à Londres et son appel à continuer le combat. Elle commença à porter l'emblème de la France libre, une croix barrée d'argent. Pendant le Blitz, Noor voyait le ciel de Londres illuminé par les incendies et entendait le bourdonnement constant des avions allemands. Elle travailla dans une maison de maternité pour les épouses d'officiers près de Slough, mais ne supportait pas la monotonie et voulait se rapprocher de la guerre. Contre la volonté de sa mère, elle postula à la Women's Auxiliary Air Force. Sa première candidature fut rejetée, le fait qu'elle soit née à Moscou jouant encore une fois en sa défaveur. Elle écrivit une lettre furieuse au ministère de l'Air, soulignant que son passeport l'identifiait comme une personne protégée britannique. Elle reçut rapidement des excuses et sa candidature fut acceptée. Après son arrivée au Bomber Command de la RAF à Abingdon, elle suivit une formation d'opératrice radio et elle excellait dans ce domaine. Elle surpassait la plupart de ses collègues en vitesse de transmission. Ils l'appelaient Bangawe Lulu, à cause de la force avec laquelle elle frappait la clé Morse, martelant le code avec un bruit distinctif qu'on pouvait entendre à travers toute la pièce. Son étoile ne brillait pas autant dans d'autres domaines. Lorsqu'il s'agissait d'exercices physiques et de maniement des armes, elle était maladroite et manquait de coordination. Mais personne dans l'unité ne pouvait l'égaler à la radio. À la fin de 1941, Noor sentait qu'elle était prête à partir sur le front. Elle a postulé pour devenir officier, sachant que cela lui ouvrirait la voie vers le travail de renseignement et lui permettrait de se rapprocher de la guerre. Elle a passé son entretien en août 1942, mais cela ne s'est pas bien passé. Le comité lui a demandé où allait sa loyauté et, parmi toutes les questions possibles, ce qu'elle pensait de l'indépendance de l'Inde. Noor aurait pu mentir. Elle leur a dit que, tant que la guerre contre l'Allemagne durerait, elle resterait loyale à la couronne. Mais après la guerre, elle pourrait devoir soutenir la lutte de l'Inde pour l'indépendance face à la Grande-Bretagne. C'était à l'époque où le mouvement Quit India venait d'être lancé et où l'indépendance de l'Inde était un sujet brûlant. L'honnêteté de Noor aurait pu mettre fin à sa carrière militaire. Au lieu de cela l'a amené à attirer l'attention de personnes qui valorisaient un autre ensemble de qualités. Le 10 novembre 1942, Noor s'est présentée à la chambre 238 de l'hôtel Victoria sur Northumberland Avenue à Londres. Elle croyait à un entretien de routine au ministère de la Guerre. L'attendait le capitaine Selwyn Jepson, principal officier de recrutement de la section F, la branche française du Special Operations Executive de Churchill. La mission du SOE était le sabotage et la subversion derrière les lignes ennemies, ainsi que le soutien aux efforts de la résistance française. Selon les mots de Churchill, il devait mettre l'Europe à feu et à sang. Jepson cherchait des agents pour accomplir cette mission. Il expliqua à Noor exactement en quoi consistait le travail. Il n'y aurait aucune protection en vertu du droit international. Si elle était capturée vivante, elle serait probablement interrogée par la Gestapo et sans doute exécutée. Contrairement à certains autres postes militaires, il n'y aurait aucune reconnaissance publique et aucune récompense financière. Elle accepta immédiatement. Elle fut envoyée à Guildford pour la première partie de sa formation au SOE. Les avis sur ses compétences étaient départagés.
Ses instructeurs à Wanborough Manor disaient qu'elle semblait presque avoir peur de manipuler des armes et des explosifs. Mais ses compétences à la radio sans fil lui permirent pourtant d'aller plus loin. Lors du cours spécialisé en transmission à Thame Park, étant la première femme sélectionnée, elle atteignit 18 mots par minute en envoyant du morse et 22 en réception. C'était la plus rapide de tous les stagiaires. À l'école de perfectionnement du SOE à Beaulieu, ils lui firent de subir un interrogatoire simulé de la Gestapo. Arrachée de son lit au milieu de la nuit, elle se retrouva à se faire crier dessus par des hommes en colère sous des lumières vives. Elle perdit son sang-froid et sa voix, se retrouvant incapable de parler. Noor fut ensuite envoyée en mission d'espionnage fictive à Bristol pour tester ses compétences en infiltration. Elle devait transmettre des messages secrets, mettre en place un réseau et faire face à la surveillance de la police. Elle choisit d'excellentes cachettes pour les messages et identifia de bonnes planques, mais lors d'un interrogatoire policier simulé, elle révéla beaucoup plus d'informations qu'elle n'aurait dû. Ce genre d'erreur aurait pu être fatale en France. Après avoir terminé sa formation intensive au SOE, l'instructeur, le colonel Frank Spooner, rédigea une évaluation accablante. Il la décrivit comme n'étant pas particulièrement intelligente. Il déclara qu'elle était instable, capricieuse et finalement inapte au terrain. Mais le SOE, à l'époque, était désespérément à la recherche d'opérateurs radio parlant français. Non seulement Noor parlait français, mais elle était presque inégalée en tant qu'opératrice. Maurice Buckmaster était le chef de la section F, et il décida de l'envoyer malgré tout. Au moment où elle allait être déployée en mai 1943, Noor comprit enfin la véritable gravité de sa mission et que ses chances de survie étaient le minces. 2 de ses collègues agents ont écrit à Vera Atkins, l'officier du renseignement qui gérait les agents de la section F, et l'ont exhorté à ne pas envoyer Noor en France. Atkins a emmené Noor déjeuner dans un restaurant de Mayfair et lui a offert une porte de sortie honorable. Si elle se retirait, il n'y aurait aucune conséquence négative sur son dossier. Le seul crime, lui a dit Atkins, serait d'y aller et de laisser tomber ses camarades sur le terrain. Noor s'est endurcie et a refusé de se retirer. Elle n'a demandé qu'une seule chose. Si elle disparaissait, sa mère ne devait recevoir de mauvaises nouvelles que si sa mort était confirmée sans aucun doute. Avant de partir, Noor a rencontré Léo Marx, le chef cryptographe du SOE. Marx utilisait des métaphores de ses histoires pour enfants pour lui enseigner la discipline du codage. Il lui a donné quelque chose d'essentiel pour tous les opérateurs radio travaillant derrière les lignes ennemies. 2 contrôles de sécurité, uniques pour elle. Le premier était son vrai contrôle, un motif ou un code délibérément intégré dans chaque message authentique qu'elle envoyait de l'autre côté de la Manche. Sa présence indiquait à Londres que l'opératrice était libre. Le second était son contrôle de bluff, un leurre conçu pour être révélé sous interrogatoire ou torture. Si la Gestapo la capturait et la forçait à révéler sa procédure de sécurité, elle devait livrer le contrôle de bluff et protéger le vrai contrôle. Londres recevrait alors des messages contenant le contrôle de bluff, mais sans le vrai contrôle. Il saurait alors que l'opératrice avait été capturée et agissait sous la contrainte. Tout le système reposait sur une chose, que l'agent protège le vrai contrôle à tout prix et ne note jamais aucun des 2. Une fois sa formation terminée et son déploiement en France imminent, Noor reçut officiellement sa commission honorifique en tant qu'officier adjoint de section dans la Women's Auxiliary Air Force. Elle fut ensuite démobilisée afin de permettre à sa mission au sein du SOE de progresser. Dans la nuit du 16 juin 1943, Noor Inayat Khan monta à bord d'un avion Lysander à l'aérodrome de Tangmere et traversa la Manche sous la pleine lune. Vera Atkins fut le dernier visage qu'elle vit lui faisant signe depuis le tarmac. Elle avait épinglé une broche d'oiseau argentée sur le revers de Noor pour lui porter chance. Contrairement à beaucoup d'autres agents du SOE, elle n'eut pas à sauter en parachute, l'avion l'ayant déposée dans un champ près d'Angers, dans la vallée de la Loire. L'homme qui l'attendait était Henri Déricourt, l'officier chargé des mouvements aériens du SOE en France. Il travaillait aussi, bien que Londres ne le sache pas encore, pour les Allemands. Son équipement, y compris le matériel radio lourd, fut largué séparément en parachute quelques nuits plus tard. En descendant, le colis heurta un arbre, endommageant ses postes radio. Elle ne servait à rien en France sans sa radio. À Londres, le personnel des transmissions s'inquiéta de ne pas recevoir de messages de Noor. Puis finalement, lorsque Noor rencontra un autre opérateur radio, Gilbert Norman, il put informer Londres que Noor était saine et sauve. Londres poussa un soupir de soulagement.
Mais Nour était arrivé au pire moment pour la résistance française. En moins d'une semaine, le réseau Prosper s'effondra. Prosper était le plus grand réseau du SOE en France, celui que Nour était censé soutenir. Les réseaux du SOE en France fonctionnaient selon une structure simple: un organisateur pour diriger les opérations, un courrier pour transmettre les messages entre les membres et un opérateur radio étant le seul lien avec Londres. Mais le réseau Prosper s'était développé trop rapidement et avait été compromis. Son chef, Francis Suttle, a été arrêté tout comme Gilbert Norman, l'opérateur radio, et André Borel, le courrier. Noire était désormais la seule opératrice radio de la section F dans toute la région parisienne. Londres lui a proposé de la rapatrier, mais elle a refusé. Elle ne pouvait pas abandonner ses camarades français sans aucun lien avec l'extérieur. Maurice Buckmaster a accepté sa décision et lui a dit d'être extrêmement prudente. L'espérance de vie moyenne d'un opérateur radio du SOE en France n'était que de 6 semaines, et à ce moment-là, ses chances étaient inférieures à la moyenne. Pendant 3 mois et demi, Nour Inayat Khan a fait le travail de 6 opérateurs. Son émetteur à Mark II était lourd et elle devait le transporter d'un endroit à l'autre dans une mallette, se déplaçant constamment pour rester en avance sur les fourgonnettes allemandes de radiogoniométrie. Son signal radio était localisable en moins de 30 minutes. Elle luttait donc constamment contre la montre. Elle transmettait depuis toute la ville, y compris depuis la maison de son professeur de musique d'enfance et une propriété voisine de la maison familiale Faisal Manzel. Mais à ce moment-là, elle était occupée par les Allemands. Elle passait d'une planque à l'autre, se teignant les cheveux tellement de fois qu'ils en devenaient aurèches et abîmés. 2 fois, elle aurait dû être arrêtée. Dans le métro, 2 soldats allemands l'ont arrêtée et ont exigé de savoir ce qu'il y avait dans sa mallette voyante qui contenait bien sûr son émetteur radio. Elle leur a dit que c'était du matériel de cinéma, a entrouvert la mallette, a montré les tubes à vide et les a suffisamment embrouillés pour qu'ils la laissent pour passer. Une autre fois, elle accrochait son antenne à un arbre devant son appartement lorsqu'un officier allemand de l'immeuble voisin s'est approché et lui a demandé si elle avait besoin d'aide. Faisant de son mieux pour cacher sa panique, elle a répondu oui. L'officier l'a alors aidé joyeusement à installer l'antenne, pensant qu'elle voulait écouter des programmes musicaux à la radio. Le travail dangereux de Nour n'a pas été vain. Elle a aidé à coordonner l'évasion d'une trentaine d'aviateurs alliés abattus au-dessus de la France. Elle a aussi organisé des évacuations pour les agents devant quitter rapidement la France en avion Hudson. Elle a aussi transmis des informations sur les mouvements de troupes allemandes, les dépôts de ravitaillement et l'emplacement d'une usine de boîtes de vitesse pour chars Tigre à Armin. Elle a travaillé avec les membres restants de la résistance locale pour distribuer des armes et des fonds largués par parachute. Travaillant chaque jour dans des conditions incroyablement dangereuses, elle a aidé à reconstruire ce qui restait du réseau et a transmis pour d'autres circuits, y compris ceux de la France libre du général de Gaulle. Elle maintenait toute l'opération de Paris en vie, presque seule. Sa chute, comme c'était si souvent le cas dans le travail de renseignement, est venue de l'intérieur de son propre cercle. Renée Gary était la sœur d'Henry Gary, le premier contact de Noah à Paris et le chef du réseau du cinéma. Elle connaissait Noah grâce au temps passé chez son frère. Renée a contacté la Gestapo pour leur livrer un agent britannique. Ses motivations pour agir ainsi ont été débattues depuis lors. Certains affirment que c'était par jalousie à cause de l'affection d'un autre agent du SOE, mais au final, le prix de sa trahison était de 100 000 francs. Renée a donné à la Gestapo une description précise de Noah, ainsi que l'adresse de l'appartement où elle séjournait, rue de la Faisanderie. Le 13 octobre 1943, Noah a remarqué qu'elle était suivie en quittant son immeuble. 2 officiers allemands la suivaient. Elle a fait demi-tour, les a semés, puis est finalement rentrée chez elle, pensant qu'elle était tirée d'affaire. Mais à l'intérieur l'attendait Vincent Carteau, un agent du redoutable SD, le Sicherheitsdienst. Une lutte s'est engagée, et bien que Noah se soit battue bec et ongles, elle n'était tout simplement pas de taille physiquement face à l'homme beaucoup plus fort et à son renfort de la Gestapo. Après l'avoir traîné dehors, les Allemands ont fouillé son appartement et ont trouvé un carnet noir sur la table de chevet. Noir avait tenu des registres méticuleux de chaque message qu'elle avait envoyé et reçu, ainsi que de ses vérifications de sécurité. C'était une erreur non seulement fatale pour elle, mais aussi pour tout son réseau. Pendant sa formation, on lui avait dit de tenir un registre temporaire de tous ses messages. Au lieu de cela, elle conservait des copies manuscrites, non chiffrées, de tout ce qu'elle avait jamais envoyé et reçu.
Un autre agent avait déjà aperçu le carnet noir et avait averti Noah de le détruire immédiatement. Elle n'a pas tenu compte de cet avertissement. Il n'y avait presque pas besoin que la Gestapo interroge Noah. Elle leur avait remis toutes les informations dont ils avaient un besoin. Ce petit carnet noir a donné aux Allemands l'occasion de mener un Funkspiel, ou jeu radio, ce qui allait encore plus dévaster les opérations du SOE en France. Au quartier général de la Gestapo à Paris, Noah n'avait pas l'intention de rester prisonnière. Quelques heures après son arrivée, elle a demandé à prendre un bain. Les gardes ont laissé la porte légèrement entr'ouverte. Noah a protesté en disant qu'elle devait se déshabiller et a refusé d'être observée. Après avoir fermé la porte, elle est sortie par la fenêtre de la salle de bain et s'est retrouvée sur une gouttière étroite 5 étages plus haut. Elle a avancé le long de la corniche. Ernest Vogt, le chef des gardes de la Gestapo, l'a repérée depuis les toilettes adjacentes. Il attendit qu'elle soit proche, puis dit calmement « Madeleine, ne sois pas stupide, tu vas te tuer. Pense à ta mère. Donne-moi ta main. » Elle hésita. Puis elle la prit et remonta à l'intérieur. Cette fois-là, elle s'en sortit à bon compte, sans être battue. Sa deuxième tentative d'évasion fut plus élaborée. Nos communiqués avec 2 prisonniers dans les cellules voisines, le capitaine John Starr et le colonel Léon Fay, en tapant le code Morse à travers les murs et en faisant passer des billets sous la porte des toilettes communes. Starr avait réussi à voler le tournevis et pendant plusieurs nuits, ils se sont passé l'outil entre les cellules et ont desserré les barreaux de leur lucarne. Dans la nuit du 25 novembre, Starr a fait du bruit dans sa cellule pour couvrir Noah et Fay pendant qu'ils retiraient 30 leurs barreaux. Les 3 ont grimpé sur le toit en transportant des couvertures nouées qu'ils comptaient utiliser comme cordes de fortune. Mais hélas, un raid aérien de la RAF les a surpris à découvert. Cela signifiait des sirènes, des projecteurs et une inspection des cellules par les gardiens. Ils ont été retrouvés sur le toit, traînés à l'intérieur et battus. Le chef de la Gestapo, Joseph Kiefer, les a alignés et leur a demandé de signer une promesse de ne plus jamais tenter de s'évader. Starr a signé. Nour et Fay ont refusé. Nour a dit à ses ravisseurs que c'était son devoir, en tant qu'officier britannique, d'essayer. Avec cela, les chances de survie de Nour ont encore diminué. Elle a été interrogée pendant des heures par Kiefer et Vogt, mais elle ne leur a donné que son nom de couverture, Nora Baker. La prisonnière intraitable a été classée par la Gestapo comme Nacht und Nebel, ce qui signifie nuit et brouillard. Cela signifiait qu'elle était une prisonnière destinée à disparaître sans laisser de traces. Pendant ce temps, les Allemands ont commencé leur jeu radio. Des opérateurs radio formés au siège de la Gestapo à Paris ont pris le contrôle de l'émetteur capturé de Nuer, transmettant à Londres sous le nom de Madeleine. Parce que les Allemands avaient en son carnet, ils possédaient les 2 contrôles de sécurité, le vrai et le faux. Ils pouvaient donc reproduire ces messages à la perfection. Londres n'avait aucun moyen de détecter la supercherie uniquement à partir du trafic radio, et ils ont donc continué à communiquer avec ce qu'ils pensaient être leurs agents, organisant l'envoi de fournitures et de nouveaux agents directement entre les mains des Allemands. Le 27 novembre 1943, Nuée est arrivée à la prison de Worsheim, en Allemagne. Elle a été enregistrée comme prisonnière hautement dangereuse et maintenue en isolement total. Ses mains et ses pieds étaient enchaînés avec une 3e chaîne de liaison pour l'empêcher de se tenir debout. Elle est restée ainsi pendant 10 mois éprouvants. En janvier 1944, un groupe de femmes de la résistance française est arrivé à Worsheim. Elles ont compris que quelqu'un était détenu dans la cellule d'isolement voisine. Elles ont commencé à graver des messages au fond de leurs gamelles, en métal, avec des aiguilles à tricoter, et ont finalement réussi à échanger de courts messages. Une correspondance lente et secrète s'est développée au cours des mois suivants. Nuée s'est identifiée et a donné l'adresse londonienne de sa mère afin qu'elle puisse contacter sa famille si elle survivait. Le 14 juillet, jour de la Bastille, elle a gravé sur une gamelle « Vive la France libre car c'est ce qui nous unit ». En septembre 1944, les Alliés avançaient à travers la France. La Gestapo a commencé à évacuer leurs soi-disant prisonniers de la nuit et du brouillard. Les femmes françaises ont trouvé un dernier message gravé sur une gamelle. « Je pars ». Le 12 septembre 1944, Nuée a été conduite à Karlsruhe, où elle a rencontré 3 autres agentes féminines du SOE, Yolandi Bickmann, Eliane Plumen et Madeleine Demamont. On leur a dit qu'elles allaient dans un camp de travail. Elles sont montées dans un train pour Munich et pendant quelques heures, elles ont vécu quelque chose qui devait sembler presque normal. Elles se sont assises ensemble et ont été autorisées à parler.
Elles sont arrivées à la gare de Dachau vers minuit et ont marché dans l'obscurité jusqu'au camp. Aux premières heures du 13 septembre 1944, l'officier SS Wilhelm Rupert a battu Noah, l'a forcé à s'agenouiller et lui a tiré une balle dans la nuque. La guerre s'est terminée 8 mois plus tard. La famille de Naou ne savait rien, sauf qu'elle avait disparu. En juillet 1945, son frère Vilayat a écrit à Vera Atkins, l'officier du renseignement de la section F qui avait géré le déploiement de Nouir. Il était désespéré d'apprendre où elle se trouvait et si elle était encore en vie. Atkins a commencé à rechercher les femmes disparues du SOE. Elle croyait initialement que Nouir faisait partie des 4 agents exécutés au camp de concentration de Natzweiler en 1944, mais elle a ensuite appris par l'une des femmes françaises emprisonnées à Worsheim que Noah avait été vue vivante pour la dernière fois à la prison en septembre 1944. Les enquêteurs ont obtenu le registre de la prison et ont réussi à retracer le transfert des prisonnières vers Dachau. C'est en grande partie grâce aux efforts de Vera Atkins que la famille Kahn a finalement appris le sort de Nouir 2 ans après la fin de la guerre. La France a décerné la Croix de guerre avec Étoile d'or. La Grande-Bretagne a décerné à Nouir la George Cross, la plus haute distinction civile. 10 jours après l'annonce, la mère de Nour est décédée. Son frère Vilayat pensait qu'elle avait tenu bon juste assez longtemps pour voir le sacrifice de sa fille reconnu. En novembre 1949, René Gary a été jugé en France pour sa trahison de Noah Inayat Khan. Un témoin clé de l'accusation était Ernest Vogt, l'homme qui avait interrogé Noir après son arrestation. Les Britanniques, cependant, étaient introuvables. Ne voulant pas que les échecs du SOE soient exposés publiquement devant un tribunal français, Gary a été acquitté, le tribunal n'étant pas prêt à condamner uniquement sur la base du témoignage d'un nazi. L'homme qui a exécuté Noir, Wilhelm Rupert, a été reconnu coupable de crimes de guerre et a été pendu en mai 1946. Vilayat a dit qu'il pouvait pardonner aux soldats allemands, obéissant aux ordres, mais jamais à la femme qui a vendu sa sœur pour de l'argent. Dans les jardins de Gordon Square à Londres, près de la maison où elle a vécu enfant, il y a un buste en bronze de Noor Inayat Khan, la princesse espionne. L'ancienne maison des Khan à Paris a été transformée en espace muséal commémoratif et salle d'événements. Chaque 14 juillet, une fanfare militaire joue devant sa maison d'enfance au Suriname. Sa harpe est toujours à Faisal Mansell, aux côtés des instruments de son père. Merci d'avoir regardé jusqu'ici, cela compte beaucoup pour moi. Si vous aimez ces histoires d'espions basées sur des faits réels, pensez à rejoindre la chaîne. Il y a 3 niveaux, officier du renseignement, agent secret et chef de station, et tous reçoivent la même chose. Accès anticipé aux nouvelles vidéos, contenu exclusif aux membres et d'autres avantages. Les niveaux supérieurs sont pour ceux qui veulent soutenir la chaîne plus directement. Le lien se trouve dans la description, et si l'adhésion n'est pas pour vous en ce moment, un like sur cette vidéo et un abonnement à la chaîne font plus que vous ne l'imaginez. Merci, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.